Très chers téléspectateurs de TV Vendée, nous nous sommes quittés il y a 15 jours sur l'affaire des poisons. Affaire des poisons qui a profondément marqué l'opinion publique de son temps, les institutions de son temps et le législateur qui, un siècle plus tard, intervint, le législateur napoléonien. En effet, le crime d'empoisonnement était très sévèrement puni de la peine de mort, quel que fût le résultat. C'était pour nos hommes qui rédigèrent le code pénal de 1810 le crime typiquement féminin. Et vous savez que la codification napoléonienne ne réservait pas un sort très enviable à la femme mariée. Or, c'était le type même du crime commis par la femme mariée cherchant à se débarrasser de son mari violent, mari alcoolique, ou alors mari permettant d'hériter ou mari empêchant de vivre une aventure amoureuse plus suivie avec l'amant. Donc, méfiance de ce législateur. Progrès considérable quand même dans nos institutions, c'est cet édit de 1682 que j'avais évoqué avec vous, qui évacue de la législation de l'époque, sous l'Ancien Régime, sous l'Ancien Droit, imprégné de religion et de foi chrétienne, qui évacue le crime de sortilège. Car le crime de sortilège, on y mettait ce qu'on voulait. Comme je vous l'ai expliqué, les réseaux d'empoisonneurs et de diseux, de messes noires étaient les mêmes. Les jeteurs de sorts, les sorcières, tout ça se mélangeait. À un moment ou à un autre, on abandonnait le sortilège pour le poison. Eh bien, en 1682, le roi de France prend un édit qui, à mon avis, marque au fer rouge l'irruption du rationnel dans nos législations. Les prétendus sorciers, jeteurs de sorts et autres diseurs de bonne aventure sont bannis du royaume de France. C'est-à-dire que d'un coup d'un seul, le crime de sortilège est complètement évacué. Il n'existe plus. Le roi et Colbert se sont bien gardés de tenter de définir ce qu'était le sortilège. Non, on le supprime purement et simplement. Alors, bien sûr, les juges de l'époque continueront à brûler quelques sorciers le temps que la raison s'empare de leur cerveau parfois un petit peu liquéfié. Ils continueront à instruire des procès de sorcellerie, mais assez rapidement, l'habitude passera, faute de base légale. Là, le roi de France avait, de la même façon qu'il avait créé la charge de lieutenant de police à Paris, donc l'ancêtre du préfet de police, le roi de France avait, une fois de plus, été très efficace, mais comme je vous l'ai dit, et comme vous pouvez le vérifier d'ailleurs en ce moment, avec cette exposition grandiose qui lui est consacrée à Versailles et le numéro spécial du Figaro Magazine, Louis XIV était un grand homme d'État. Donc, l'empoisonnement marque le législateur napoléonien. Ce n'est pas très ancien. Regardez, nous évoquons la guerre 14-18, c'est presque à un siècle de nous. L'affaire des poisons, c'était à un siècle de la législation napoléonienne. Donc ça marque considérablement, et ça va marquer beaucoup plus longtemps, car certes, aujourd'hui, tout passe très vite. L'opinion publique change, il y a un véritable, passez-moi l'expression, zapping de l'opinion publique, mais lorsque l'affaire que je vais évoquer aujourd'hui a éclaté, l'affaire des poisons sera omniprésente. Nous sommes en 1952, en cette capitale du Poitou qu'est Poitiers, et je vous rappelle que la Vendée dépendait de Poitiers, c'était le Bas-Poitou. Il y a un procès extraordinaire. La presse nationale est là, la presse internationale est également présente.
on va juger une empoisonneuse, un monstre qui est accusé d'avoir fait disparaître 12, 13 personnes au minimum afin d'hériter. Les poudres de succession étaient toujours d'actualité. Il s'agit de cette fameuse empoisonneuse, en tout cas celle que l'on a qualifiée d'empoisonneuse, Marie Bénard, la bonne dame de Loudun. Loudun, il ne se passe rien à Loudun, c'est bien connu. Il y a eu Urbain Grandier, qui au XVIIe siècle était le curé de Loudun, qui sera brûlé en 1634, car il était accusé d'avoir jeté des sorts aux religieuses. C'était les possédés de Loudun, mais qui a été condamné dans des conditions scandaleuses pour l'époque, d'ailleurs relevées déjà par les chroniqueurs du XVIIe siècle. Bon, mais il y a les possédés de Loudun, et puis, il y a Marie Bénard. Alors, à l'extérieur du palais de justice, c'est une atmosphère de fête qui règne. En effet, nous sommes en plein carnaval, en plein Mardi Gras, et l'on danse dans les rues et l'on chante. Et l'on chante quoi? Eh bien, l'on chante une complainte sur l'air de la Paimpolaise. J'aime Paimpol et sa falaise, et je vous lis un des couplets. Je ne vous le chante pas, mais vous reconstituerez. La bonne ville de Loudun, célèbre par Urbain Grandier, se réveilla un beau matin avec sa super Brinvilliers, empoisonneuse du XVIIe, une femme assassin pire que la voisin. Vous voyez que l'affaire des poisons et notre pauvre Marie Bénard, il y a un trait dans le temps qui est assuré par ce rimailleur local, 34 couplets, et la foule chante, et c'est la fête. C'est la fête, sauf pour Marie Bénard, parce que Marie Bénard, elle est détenue depuis le 21 juillet 1949, date à laquelle le juge d'instruction, Roger, l'a placée sous mandat de dépôt. Alors, que s'est-il passé? Que s'est-il passé pour arriver à cette grande joie populaire qui consiste à voir juger un monstre? On aime bien voir juger les monstres, on préfère avoir affaire à un monstre qu'à une pauvre femme ou à un pauvre type. L'histoire judiciaire récente le démontre encore. En fait, Marie Bénard, à ce moment-là, a 54 ans. C'est une fille d'origine paysanne qui n'a jamais quitté Loudun et qui a acquis avec son mari, Léon Bénard, ce qu'on pourrait appeler une honnête aisance. À force de travail, me direz-vous, mais aussi, faut-il bien dire, à force de succession, d'héritage. Elle en a fait beaucoup hérité, et petit à petit, champ après champ, maison après maison, immeuble après immeuble, elle a acquis une certaine surface financière. Problème, c'est que Marie Bénard va se trouver veuve 2 fois. Premier mari meurt en 1927, un certain Dantigny, et puis le deuxième mari va décéder le 25 octobre 1947. Il est le dernier d'une lignée de décédés qui ont habité dans la maison ou à proximité immédiate de l'immeuble qu'occupaient les Bénard. Et la rumeur commence à courir. Marie Bénard a empoisonné son mari. Marie Bénard est une empoisonneuse. Marie Bénard s'est débarrassée de tous ceux dont elle a hérité. La rumeur court, elle s'insinue insidieusement partout. Et puis, elle va prendre corps et elle va finir par déboucher sur une instruction. Alors, comment débouche-t-elle sur cette instruction? Marie Bénard a sympathisé avec une employée des postes locale, une certaine Dame Pintou. Alors, Madame Pintou, c'est une honnête fonctionnaire qui se taille de jolis succès en racontant urbi et torbi les petits secrets qu'elle a pu apprendre au cours de son activité professionnelle. Elle est très recherchée pour cela. Vous imaginez Loudun,
C'est une petite ville, Allez à Loudun d'ailleurs, une ville sur laquelle règne encore une atmosphère assez lourde, surtout qu'aujourd'hui, pratiquement tous les commerces de centre-ville, j'y suis encore passé il y a une quinzaine de jours, sont fermés. L'ambiance est assez lourde. Alors imaginez Loudun en 1947, hein, nous sortons de la Seconde Guerre mondiale, la France à une société qui est bloquée, ce gros bourg, entouré de champs, d'exploitations agricoles, tout ça est assez particulier, il faut bien le dire, et la rumeur au sein de cette petite ville se répand. Elle se répand, mais elle va aller un petit peu plus loin, car Madame Pintou va aller chez deux châtelains du coin, alors des châtelains un peu particuliers. Il s'agit des frères Massip. Et les frères Massip ont acheté le château de Montpensier. Alors, les frères Massip, ce sont aussi des gens qui ont une honnête aisance. Ils sont propriétaires par ailleurs d'immeubles. Alors, ils en ont à Paris, ils en ont à Royan. Et ils ont acquis ce château de Montpensier, qui est un monument historique. Et Madame Pintou va un soir leur dire « J'ai vu Marie Bénard verser la soupe de son mari dans une assiette qui contenait un liquide. Et son mari a été pris immédiatement de nausée, Léon Bénard a été pris de nausée et m'a confié ensuite que sa femme l'empoisonnait. Ah, voilà un début, là on n'est plus à la rumeur. Maintenant on a un témoin, on a un fait. La soupe qu'on verse sur un liquide transparent, le mari qui se plaint d'être empoisonné et qui meurt. Alors, Madame Pintou évoquera la question, d'ailleurs, avec un des deux médecins qui a soigné Léon Bénard, mais qui n'y attache pas d'importance, qui ne se souviendra pas trop, d'ailleurs, de la conversation, mais qui lui dit, de toute façon, Léon est mort d'une crise d'urémie, je ne vois pas d'empoisonnement là-dedans. Alors il faut savoir que Madame Pintou, cette honnête postière, est également la maîtresse de Léon Bénard. En effet, Marie Bénard, Marie-Joséphine Philippine de Vaillot et veuve Bernard, bientôt veuve Bernard, Marie Bénard a subi une opération des organes qui l'amène à, dira-t-elle, ne plus remplir le devoir conjugal. Donc, d'après elle, elle laissera faire Pintou et son mari, qu'elle a surpris un jour en train de s'embrasser. N'y a-t-il pas eu de jalousie? Je ne sais pas. Enfin, toujours est-il que Madame Pintou a été, semble-t-il, la maîtresse de Léon Bénard. Il y a aussi un autre protagoniste dans ce dossier, c'est un Allemand, un certain Alfred Dietz, dit Affy, qui est un de ces prisonniers allemands, un de ces malheureux qui ont été fort maltraités d'ailleurs en France après la défaite du Troisième Reich. On en avait gardé quelques centaines de milliers, et les paysans qui avaient besoin de bras allaient se servir. C'était un marché aux esclaves. Il n'y a pas de quoi être fier d'ailleurs sur cette période de notre histoire, car ils étaient très très mal nourris. Enfin, il en a été question, mais ils étaient dans le mauvais camp, celui des perdants, et on n'a jamais trop enquêté là-dessus, mais il y a eu des choses horribles. Donc les Bénards, qui avaient besoin d'aide, qui n'avaient pas trouvé pour leurs terres, pour cultiver les terres, qui n'avaient pas trouvé d'ouvriers agricoles, sont allés chercher cet Alfred Dietz. C'est un très beau garçon d'une vingtaine d'années, qui sera admirablement traité par les Bénards, traité comme un fils de famille, de la famille, et qui d'ailleurs soutiendra Marie Bénard jusqu'au bout. Mais les mauvaises langues diront que l'affection de Marie Bénard allait un peu plus loin qu'une simple relation quasi maternelle. Donc Alfred Dietz, Affy, sera accusé d'avoir été l'amant
de Marie Bénard, ou plus exactement, celle-ci sera accusée d'avoir été la maîtresse de ce jeune et beau garçon que les hasards de la Seconde Guerre mondiale avaient placé chez elle. Donc, Madame Pintou va souffrir aux frères Massip. Alors, ces frères Massip sont des ingénieurs d'origine. L'un d'entre eux, Auguste Massip, est un personnage un peu extravagant. Alors, il construit des lignes de chemin de fer en Amérique du Sud. Ça s'est pas très bien passé. Il a été plus ou moins renvoyé des pays dans lesquels il travaillait, car on n'était pas très satisfait de ce qu'il faisait, semble-t-il. Alors, il est non seulement d'une imagination débordante, mais c'est un homme qui dénonce. Il passe son temps à dénoncer. Tous les scandales vrais, faux, supposés qu'il découvre. Il écrit à toutes les administrations. Et dès que Madame Pintou évoque ce problème d'empoisonnement, aussi sec, il écrit une lettre au juge d'instruction de Loudun. Il y avait un tribunal à l'époque à Loudun. Vous voyez, on l'a fermé en 1958. Et il explique que Monsieur Léon Bénard a probablement été empoisonné par son épouse. Alors le juge d'instruction de l'époque garde une confidentialité certaine dans cette affaire, c'est-à-dire qu'il communique au procureur de la République, mais il fait enquêter parallèlement par les gendarmes en leur demandant la plus grande discrétion. Et les gendarmes entendent Madame Pintou, et Madame Pintou ne confirme pas ce qu'elle avait déclaré au Massip. Voilà une affaire qui s'engage, je dirais, bien mal. Le dossier ne semble pas très très solide, en tout cas au vu de ce que nous avons en 1947. Le problème, c'est que Madame Bénard, Marie Bénard, va entendre parler de tout cela. Et puis, le deuxième problème, c'est que le château de Montpensier va brûler. Ah, il brûle le 17 octobre 1948. Et puis, également, en 1949, Madame Pintou va être cambriolée. Alors, à ce moment-là, Mme Pintou, elle est partie retrouver ses filles dans les Alpes. Elle est cambriolée, le cambriolage est bizarre parce qu'on s'en est pris à ses objets personnels, mais pas à ce qui avait de la valeur. Et puis, on retrouve les objets volés un peu partout dans des jardins de Loudun. Vous voyez l'ambiance, château qui brûle, le cambriolage Pintou et un inspecteur de police du service régional de police judiciaire. Un certain Normand va enquêter. Alors, il enquête sur ce cambriolage, parce qu'on a quand même en réserve cette histoire d'empoisonnement qui traîne. Donc il enquête sur le cambriolage, il va en profiter pour réenquêter sur l'incendie du château de Montpensier, mais surtout, il commence à gratter cette histoire d'empoisonnement. Alors l'inspecteur Normand travaille avec le commissaire Noquet. Le commissaire Noquet que nous allons trouver tout au long de cette affaire, qui, curieusement d'ailleurs, on dira ultérieurement, on s'apercevra que quand c'est la gendarmerie qui enquête, finalement, il n'y a rien contre Marie Bénard, et que quand c'est la police judiciaire, alors là, par contre, il y a beaucoup d'éléments contre elle. C'est très curieux, selon que les témoins sont entendus par les uns ou par les autres, il y a charge ou il y a absence de charge. Mais nous avons l'habitude, une affaire tout à fait récente qui rebondit en ce moment avec l'ADN, l'affaire Grégory, nous rappelle cette dualité police-gendarmerie. Normand va faire revenir la dame Pintou. Et puis, selon un procédé technique que d'ailleurs j'ai utilisé professionnellement, qui pourrait plus l'être aujourd'hui, mais et que j'ai utilisé, on profite d'un dossier pour accumuler les éléments dans un autre. C'est un procédé tout à fait classique, c'est-à-dire que l'empoisonnement, on n'avait rien,
puisque Pintou n'avait pas confirmé les accusations de M. Besnard, de Léon Besnard. Seules les élucubrations d'Auguste Massip subsistaient, ce qui, on en conviendra, était un peu faible pour lancer la procédure. Là, Normand, méthodiquement, méticuleusement, progresse à charge. Et effectivement, c'est lui qui commence à découvrir que il y a beaucoup de gens qui sont morts dans l'entourage de Marie Besnard, beaucoup de gens qui sont morts sans que la médecine ait véritablement trouvé les causes de leur décès. Alors certains sont morts à 92 ans, 86 ans, cela paraît relativement normal, mais les autres, c'est plus douteux. Le premier mari, c'est 40 ans, et alors le policier se rend compte qu'en fait, il y a 13 cadavres, 13 successions. Ça fait beaucoup, dont 7 qui habitaient chez les Besnard. Et là-dessus, la rumeur, bien entendu, s'amplifie, et à un moment, Pintou va confirmer ses accusations. Elle confirme ses accusations, elle explique tout ce qu'elle a déjà dit à Massip, et alors là, tout se met en branle. C'est-à-dire que toujours dans un cadre qui est différent de l'accusation initiale, alors là, il y a eu une nuée de gendarmes, de policiers, de magistrats qui s'abat sur le cimetière de Loudun, sur le cimetière des Trois-Moutiers, sur le cimetière d'Angle-sur-Anglin. Et là, on va se mettre à exhumer. On exhume, il faut bien dire, dans le plus grand désordre. Les bocaux dans lesquels on met les organes prélevés, tout ça se fait dans un désordre ahurissant. On exhume des gens qui parfois sont enterrés depuis plus de 20 ans, 30 ans, pour certains d'entre eux. Alors, évidemment, 20 ans pour le mari. Tout ça nous donne des cadavres qui ne sont pas en excellent état. Il y a le maire qui est là, qui reconnaît, effectivement, Léon Besnard est encore à peu près présentable, mais alors les autres... et on étiquette, on met dans des bocaux tous les prélèvements. On se trompe en remettant les corps les uns avec les autres. C'est assez terrifiant. Cela illustre parfaitement l'importance des constatations, des prélèvements, de ce qui doit se passer au début d'une enquête où tout se joue. Et là, tout aurait dû jouer, il aurait fallu être d'une méticulosité absolue, mais pour vous dire, lorsqu'on remet les restes qui n'ont pas été prélevés, on les met dans des petits coffres en bois, et pour les reconnaître, on dira, voilà, les restes de la famille Intel, un clou, les restes de la famille X, 2 clous, et les restes de la famille Y, 3 clous. Puis on remet tout ça dans le sol, dans les tombes, dans les caveaux, et puis voilà. Et puis on va envoyer tous ces prélèvements. Alors on sait qu'à un moment on manque de bocaux, c'est pas grave, il y a le gardien du cimetière qui va en chercher, je sais pas s'il vide les confitures avant, mais en tout cas il va chercher des bocaux, et puis tout ça est envoyé alors aux pontes des pontes de l'époque. Le directeur du laboratoire de police scientifique et de criminologie de Marseille, l'homme qui connaît tout sur les empoisonnements, le professeur Bérou. Alors, le professeur Bérou, petit homme, énergique, ça va être la fin de carrière d'expert, cette affaire, mais qui est la sommité la plus absolue en ce domaine. Et dans 15 jours, vous verrez ce qu'il adviendra du professeur Bérou et par la même occasion de Marie Besnard.